Bonjour à tous, salam alaikum. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'égalité homme-femme. Oui, parce qu'il y a un matraquage médiatique, notamment de la part des féministes, on n'arrête pas de nous dire du matin jusqu'au soir que les hommes et les femmes sont égaux. Or, au niveau biologique et psychologique, les hommes et les femmes sont différents. Et en islam, bien sûr, les hommes et les femmes sont complémentaires. L'idée de complémentarité est bien sûr différente de l'idée d'égalité. Alors, en tant que musulman, comment déconstruire les idéologies pour se rapprocher de la vérité telle que voulue par Dieu? Bismillah. Donc, en effet, il y a le mythe de l'égalité, notamment l'égalité de droit, l'égalité de devoir. Les hommes et les femmes sont appelés à effectuer les mêmes tâches, à tous deux travailler dehors de la même façon, de gagner un salaire, de travailler à l'intérieur aussi. Il n'y a plus de rôle défini, et du coup, bien sûr, ils vont se concurrencer dans tous les domaines, au niveau professionnel, au niveau du football aussi. Il y a des équipes féminines, comme si qu'il y avait une compétition entre les hommes et les femmes. Alors la question, est-ce qu'on travaille vraiment ensemble ou est-ce qu'on travaille les uns contre les autres? En islam, les hommes et les femmes ont des rôles définis dans la société. Ils ont des droits et des devoirs différents, ce qui est logique puisqu'ils ont des natures également différentes. Or, dans nos sociétés occidentales, tout a été entrepris pour détourner la femme de son rôle d'épouse et de mère. Pour les féministes, la femme n'a pas à être obéissante envers son mari, ce qui bien sûr est très différent de ce que nous enseigne l'islam. Et puis, l'obéissance de la femme est ainsi détournée pour qu'elle soit obéissante envers son patron, ce qui est très ironique en fait. La femme n'obéit plus à son mari, mais par contre elle obéit à son patron, qui l'exploite. Donc, il y a aussi la réalité de la maternité et de l'allaitement. Tout a été entrepris pour détourner la femme de son rôle de mère, afin qu'elle travaille plus à l'extérieur. Donc tout cela est économique, bien sûr. Il y a une promotion de l'individualisme. Les féministes poussent les femmes à être égoïstes, à ne penser, à toujours penser à elles avant tout le monde, même quand il s'agit de ses propres enfants. Et il y a un autre phénomène sociétal qui est le fait que chaque sexe est encouragé à imiter les pires défauts et les pires clichés de l'autre sexe. On a une déféminisation des femmes, si j'ose dire. Elles sont encouragées à boire, à fumer, à multiplier les aventures, tout ce qui est contraire à sa nature féminine. Tout ce qui est même contraire à la nature humaine, bien sûr. Puisque, par nature, l'être humain doit obéir à son créateur et l'adorer. On a une féminisation des hommes aussi. Bien sûr, il y a une fausse image de la virilité qui perdure jusqu'à nos jours, donc l'alcool et les femmes, donc une vision extrêmement perverse de la virilité qui est bien sûr complètement fausse, et du coup, en opposition à cet extrême, se construit un autre extrême qui est le fait de féminiser les hommes, de les pousser à se comporter comme des femmes, à se vêtir même comme elles. Il y a de plus en plus d'hommes qui vont porter une petite boucle d'oreille, il y en a qui vont même plus loin, les travestis par exemple. Alors qu'en islam, on sait tous que les hommes doivent ressembler à des hommes et les femmes doivent ressembler à des femmes. La théorie du genre est une idéologie très pernicieuse aussi. Donc en fait, la théorie du genre, c'est l'idée que l'identité sexuelle ne dépendrait plus du sexe biologique, mais du ressenti subjectif de chacun. Donc on va ainsi substituer à la science, à la biologie, à la réalité, une vision complètement subjective des choses, et donc c'est comme si que sa propre volonté comptait plus que la réalité. D'ailleurs, cette théorie du genre a bien sûr été introduite dans les programmes scolaires dans le cadre de la réforme du lycée. L'éducation nationale a introduit dans les programmes de SVT de première un nouveau chapitre, devenir femme ou homme. Pardon. Donc justement, pourquoi les SVT, les sciences et vie de la Terre? Pour donner une apparence biologique, une apparence scientifique à une idéologie. Ils vont parler de maladies très rares et en faire une généralité. Par exemple, la trisomie XXY, qui est en fait une androgynie qui conduit à la stérilité. Ou des personnes XX, donc XX sont les chromosomes féminins, mais il y a dans de très rares maladies des personnes qui vont avoir des chromosomes XX, donc sont des femmes, mais qui vont avoir des attributs masculins, par exemple. Là aussi le contraire. Donc l'idée en fait, c'est la théorie du genre, c'est l'idée que le genre dépend de l'environnement socio-culturel et non pas du sexe biologique. Elle sous-estime la réalité biologique de l'être humain. Et donc c'est cette même théorie du genre qui bien sûr fait la promotion de l'homosexualité.
Donc c'est à qui profite en fait? Pourquoi est-ce qu'ils mettent ça dans les programmes scolaires? Eh bien pour convaincre les gens que le mariage pour tous est légitime, pour les convaincre qu'il faut instaurer la procréation médicalement assistée, PMA, aux homosexuels, la gestation pour autrui aussi, c'est-à-dire les mères porteuses, comme pour que les homosexuels et les lesbiennes puissent élever des enfants. Tout cela est très idéologique et contraire à l'islam, mais c'est quand même très important de se détourner de tout cela en fait. Et ceux qui se prétendent athées renient la nature. Parce qu'en fait, je suis certaine que tout le monde a conscience de l'existence du Créateur. Seulement les athées décident de le renier, de renier même la nature, par rejet justement du créateur de la nature. L'athéisme est très obscurantiste. Ils détestent les sciences. Pour eux, la science ne sert qu'à manipuler le vivant et certainement pas à comprendre la création de Dieu. Donc pour revenir justement à l'égalité homme-femme, donc les hommes et les femmes sont différents. Et très simplement, même avec les signes mathématiques, on se rend bien compte que différent, ce n'est pas égal, ce n'est pas la même chose. Et ça ne veut pas dire, c'est pas ça ni ça. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est supérieur à l'autre. Simplement que c'est différent, donc non identique. C'est important à rappeler, je pense. Et les différences, d'ailleurs, psychologiques entre les hommes et les femmes sont tellement complexes, tellement importantes, que, pour donner un exemple, une écrivaine qui va écrire un livre où son protagoniste principal est un homme ne pourra jamais être publié, quel que soit son talent. C'est d'ailleurs le cas d'une romancière anglaise que j'aime beaucoup, Charlotte Brontë, qui a publié Jane Eyre. Donc là, c'est une grande analyse psychologique dans son roman d'une femme, et effectivement, ça a été publié, mais si elle écrit à la place d'un homme, comme elle ne connaît pas la psychologie masculine, ça ne passe absolument pas. Et d'ailleurs, quand elle a fait l'analyse psychologique féminine, j'ai presque cru qu'elle lisait dans ma tête, pour dire à quel point c'est bluffant. Et donc oui, il y a des différences de nature dans le comportement, dans la façon de vivre sa foi aussi. Et dans ses qualités, dans ses défauts, oui, il y a des vertus qui sont typiquement masculines, d'autres typiquement féminines. Les hommes sont de nature plus rationnelle, plus réfléchis. Ils ont la capacité à dépasser leurs émotions, ce qui leur donne plus de sang-froid. Et donc ce qui leur donne aussi la capacité de gouverner en tant que chef d'État, en tant que chef de famille. Les hommes aussi ont tendance à beaucoup moins tolérer les injustices que les femmes. Donc ils sont de réputation coléreux. Seulement, la colère vient d'un mot aussi, d'un ancien mot qui est moins utilisé de nos jours, lire. Et lire, c'est la colère, mais pas au sens péjoratif comme on l'utilise de nos jours, mais au sens qu'on se met en colère pour défendre les plus fragiles, pour mettre en place la justice justement. Donc c'est très bien cette qualité typiquement virile pour commander le convenable et interdire le blâmable, qui est bien sûr le devoir de tout musulman. Quant à la femme, elle est beaucoup plus dans l'émotion, dans l'empathie, dans la douceur. Donc en tant qu'épouse et mère, elle peut donner ainsi la force à son mari et à ses enfants, les encourager. L'abnégation aussi est une vertu typiquement féminine. Elle peut se priver elle-même pour le bien de sa famille. Donc elles sont réputées aussi, donc en tant que femme, on est réputé pour se révolter beaucoup moins contre les injustices. Mais en fait, on peut très bien commander le convenable et interdire le blâmable. Seulement, on va le faire de manière différente, de manière peut-être plus patiente, moins visible, moins directe. Donc on va pas prendre les armes, mais on peut prendre la plume. Donc voilà. Donc la nature de la femme, c'est aussi une nature obéissante. On est créé pour cela. C'est une très belle qualité et on veut toujours on veut toujours faire passer l'obéissance pour quelque chose de négatif, quelque chose de rabaissant, alors que ce n'est pas du tout le cas, c'est une incompréhension de ce mot. L'obéissance de la femme à son époux en islam, c'est une obéissance intelligente et réfléchie. C'est très noble au contraire, et puis ça appelle à l'humilité. Une femme qui obéit à son époux, qui est le chef de famille, est son bras droit. Elle le seconde de la même manière qu'un premier ministre seconderait le chef d'État, puisqu'une famille, c'est un mini-État. C'est sa structure. C'est même la famille qui a inspiré les structures des États les plus anciens, pour dire. Donc même la façon, comme je le disais, même la façon de vivre sa foi, selon qu'on soit un homme et une femme, est différente. La façon d'accomplir la volonté de Dieu sur terre est différente. Donc, pour conclure, les hommes et les femmes ne sont pas égaux, mais différents. Et c'est pour cela qu'ils sont complémentaires.
Ils sont faits pour adorer Dieu ensemble, chacun et chacune, conformément à sa nature. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Merci beaucoup. Salam alaikum.